Salam alaikum Mazoul, bonsoir. L'attentat de Nice continue de faire des vagues. Et tout naturellement, comme les autres tragédies qui se sont déjà déroulées, qui deviennent presque récurrentes, cet attentat, comme les autres, devient le créneau idoine pour une faune d'opportunistes politiques en tout genre, pour grappiller quelques points dans les sondages, pour rameuter les troupes, aviver les sentiments noirs et glauques qui meublent l'atmosphère. L'islamophobie fait vendre plus que jamais. D'ailleurs, au point où nous en sommes, nous devrions inventer un autre vocable, puisque islamophobie signifie littéralement peur de l'islam, alors qu'en l'occurrence, et dans les faits, c'est plutôt un déchaînement de haine, non pas seulement contre l'islamisme, mais contre l'islam, contre les musulmans. Même si tout ce beau monde qui en use et en abuse, les uns en vociférant, les autres la bouche en cœur, font comme s'ils étaient dans une posture de légitime défense. Et les uns comme les autres sautent allègrement dans le carrousel de la haine. Une haine sans complexe désormais, qui ne se cache plus, qui ne s'embarrasse plus de faux semblants, voire même qui se revendique comme telle avec empressement. C'est à qui va le plus loin. C'est la surenchère dans la stigmatisation. On ne craint plus de généraliser, de s'encombrer de réserves. Fini le racisme empoulé, maniéré, qui se déclinait en sous-entendu. Désormais, c'est à la hussarde, et même à la bonne franquette. Un officier de réserve de la Légion étrangère, un officier supérieur, nous dit-on, coutumier du fait, et qui avait déjà appelé à raser, non rien de moins, à raser toutes les mosquées de France, récidive et somme tous les musulmans de sa région, de sa ville, à quitter les lieux, sous peine de mort. La vidéo a été signalée à YouTube et retirée, avant que nous n'ayons eu le temps de la copier. Mais d'autres vidéos sont encore visibles du même personnage, sans choquer autre mesure. Et on se laisse aller à imaginer la clameur publique que cela aurait provoqué, la clameur publique et le tollé général des politiciens que cela aurait provoqué si cet Olybrius s'était attaqué à une autre communauté. La communauté juive, pour la citer, pour ne pas parler par sous-entendu. Écoutez-le, ce monsieur. Qui va protéger ma ville? Les hommes comme moi. Et on n'est pas nombreux. Il y a des légionnaires, il y a des commandés de la terre, la de l'air, la marine. On n'est pas nombreux. Mais nous allons faire ce qu'il faut pour ça. Nous savons comment combattre un ennemi. Et maintenant, je vais me fondre dans l'ombre. Je vais me fondre dans le décor. Je ferai mon devoir, au péril de ma vie. Cette vidéo est peut-être la dernière que vous verrez de moi. Parce que ce qui s'est passé hier soir, je ne peux pas laisser passer ça. Il est hors de question que ça se poursuive. Et chez moi, dans ma ville, ils sont nombreux, ces islamistes. Et nous ferons notre devoir. Mes amis, l'islam est une secte mafieuse criminelle, la pire de toutes. Et le maire de ma ville islamise la ville, il est complice. C'est la peine de mort pour les traités de collabos. Dans une autre vidéo, celle qui a été supprimée, ce monsieur interpelle les musulmans. Il dit « Musulmans, je vous somme de quitter ma région, ma ville dans les 8 jours, etc. etc. » C'est incroyable. Les musulmans vont donc encore, une fois, les frais de ce que des fanatiques, voire même des malades mentaux, commettent en leur nom, en celui de leur religion. Pourtant, cette fois-ci, une enquête sur l'auteur du carnage a révélé que celui-ci n'avait rien à voir, non seulement avec l'islamisme, mais même avec l'islam. Même s'il s'appelle Mohammed, puisqu'il n'était pas pratiquant, qu'il mangeait du porc et que ses orientations sexuelles étaient très ambivalentes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'importe le flacon, le bouc émissaire est encore une fois tout désigné, tout trouvé, et il ne faut pas le lâcher.
C'est la curée. C'est à qui se ruera le plus dans le gueuleton, dans le lynchage. Pourtant, le bilan du carnage aurait dû dissuader un tel acharnement contre les musulmans de France, puisqu'ils ont payé le prix de cet attentat très très cher, puisqu'une victime sur 3, sur les 84 personnes assassinées, était musulmane. Oui, une trentaine, et non pas une vingtaine, de victimes étaient musulmanes. Mais ils auraient représenté 90% de toutes les victimes, que cela n'aurait rien changé. C'est dire que ceux qui font un tel usage de la haine de l'islam et des musulmans en général ne reculeront devant rien. Un autre sujet. En Turquie, le coup d'État avorté continue de provoquer des réactions diverses et variées. Et s'il ne fait pas de doute que la société turque, dans son immense majorité, s'est fermement opposée au coup de force, il n'en demeure pas moins que des équilibres fragiles ont été ébranlés cette fois-ci, que le contre-coup de cette aventure se fait ressentir de façon parfois tragique. Mais il ne fait plus de doute que la Turquie vient d'entrer dans une nouvelle étape, que les perspectives dans lesquelles elle s'était engagée vont subir de profonds bouleversements, que les forces qui s'y affrontent vont y être recomposées. Aujourd'hui. Le Figaro. Attentat de Nice, une victime sur 3 était musulmane. 20 minutes. Attentat à Nice, les musulmans entre chagrin, peur et espoir. La Croix. Les Turcs d'Allemagne se déchirent autour du coup d'État. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Sami Dzeri, documentaliste qui nous parlera depuis Paris, Rachid Nekaz, président MJC, et Nordin Aoussat, universitaire et imam en France. Sami Dzeri, merci d'être avec nous. Merci Jamaldi de m'avoir invité. Je remercie aussi Mara Rebia dans son ensemble. Bienvenue à vos invités qui seront avec nous dans l'émission. Merci Sami. Alors, nous allons commencer aujourd'hui, nous traitons de 2 sujets. Ce sont les sujets des jours qui viennent de passer. Donc nous faisons une sorte de rétro-info. Nice, l'attentat de Nice. Donc il s'est avéré finalement que le tiers des victimes, selon la presse française, les grands journaux de France, étaient musulmanes. Et pourtant, ça n'a rien changé dans la stigmatisation de masse de l'islam, des musulmans, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Sami Dzeri? Rends hommage aux victimes d'abord, et je salue le journal de La Croix. Le journal La Croix, c'est un journal catholique en France. C'est le premier qui a signalé ce chiffre il y a 2 jours de cela, en faisant une enquête et en interviewant l'imam de la grande mosquée de Nice, qui lui s'est basé sur la demande des familles pour l'enterrement mortuaire, le lavage, pour laver les morts et ainsi de suite. Et donc, dans la discrétion, les musulmans enterrent leurs morts de manière très discrète. Et dans cette affaire, donc le chiffre de 30 personnes sur 84, la première personne qui est décédée, la première qui a été écrasée, c'est une musulmane. Elle s'appelait Fatima et elle a laissé 7 enfants. Ce matin, l'une de ses filles a fait un témoin sur RFI, Radio RFI, et donc vous pouvez le voir. Même en allant après la mort de sa mère, sur le champ, il y avait des agressions parce qu'elle portait le foulard et tout ça. Il y avait des agressions verbales. On a vu Sami Dzeri, cette jeune fille qui s'est rendue sur les lieux pour rendre hommage à sa mère dans l'endroit où elle a trépassé, s'est fait agresser par les passants parce qu'elle portait le hijab. Voilà. Ils ne savaient pas que sa mère était victime. Ils l'ont violemment prise à partie, lui demandant de quitter la France, de laisser la France tranquille, d'arrêter. Il y a plus que ça, puisqu'elle a dit à son agresseur je suis venu me recueillir sur le lieu où ma mère est morte. Et il lui a répondu tant mieux, c'est une de moins. Et ça, c'était vraiment, elle a témoigné ce matin sur RFI, c'était très émouvant.
Malheureusement, comme à l'accoutumée, on a un représentant qui représente qu'eux-mêmes et qui n'a aucun mot, aucune voix, qui s'est élevé pour dire, voilà, interpeller les instances, la loi, les responsables politiques. Mais Sami Djeli, comment expliquez-vous ce déchaînement de violence? Il y a quelques années, les gens se cachaient, ils cachaient leur haine, leur racisme, leur islamophobie, ils ne s'affichaient pas, ils ne s'exposaient pas comme ça. Là, c'est sans complexe, hein, c'est vraiment la haine décomplexée. Comment expliquez-vous cette évolution, si on peut dire que c'est une évolution vers le mal, vers la haine, vers plus de... Comment l'expliquez-vous? Bah écoutez, moi je l'explique, comme je l'ai dit il y a pas longtemps dans une émission avec vous, Jamaldine, sur une autre émission, vous étiez invité autant que moi, c'est qu'il y a 3 niveaux de responsabilité. Il y a le niveau politique. Vous voyez, Hollande, juste après l'attentat, il a prononcé le terrorisme islamiste, alors que rien n'a été fait. Ce bonhomme-là, comme vous l'avez mentionné, il n'avait rien de musulman. On a vu sa vie personnelle, ça n'a rien à voir. Mais malheureusement, il a tué moins que Breivik en Suède. Breivik avait le droit d'être un malade mental, et puis là, il vient de s'inscrire à l'université pour des études supérieures en sciences politiques. Mais par contre, un gars comme ça, le politique, il a joué un rôle primordial dans cette montée. Et après, vous avez un second niveau de responsabilité, le médiatique. Vous avez les médias en France qui ont banalisé le discours raciste, le discours islamophobe. Ça c'est devenu vraiment la cible privilégiée. Étant donné que nous sommes mal structurés et qu'on a des représentants qui représentent qu'eux-mêmes, je parle du CFCM, et donc on subit. On attend que la tempête passe, et voilà. Donc, dans le nouveau médiatique, quand vous voyez quelqu'un qui parle du musulman, comme Chelro, ou comme d'autres, on parle à la télévision que les gens qui tapent du musulman, des musulmans qui tapent du musulman. Mais le comble, Sami Djeli, c'est que pendant que cette haine va en s'amplifiant, va en étant de plus en plus visible, et on s'attend à ce qu'elle soit de plus en plus palpable, si je peux dire, puisque ça pourrait très bien passer aux actes. En attendant, il y a des gens qui, au cœur, ce sont des musulmans de naissance, disons, même si eux s'en défendent presque, sont en train, eux aussi, de taper sur les leurs. Je ne citerai pas ces écrivains, ces soi-disant journalistes qui vont gaiement contre leur communauté d'origine, du moins. Bien évidemment, c'est des gens qui sont devenus, comment on appelle ça, une arme par destination. C'est-à-dire on les utilise, et puis c'est eux qui tapent les musulmans, pas nous. Hein. On dit, écoutez, ils vous critiquent, mais c'est un musulman. Il y a Chelroumi, il y a Sifawi, mais il y a récemment Sansal qui a assimilé carrément les combattants du FLN, Ben Mehdi en tête, à un terroriste, parce qu'il a dit c'est les méthodes qui ont été faites par le FLN durant la guerre d'Algérie, dans la bataille d'Alger. Et donc c'est très très grave. Et nous, on est en train de subir, malheureusement, je ne sais pas si c'est quelque chose, une opportunité aussi pour se restructurer et s'organiser autrement, parce que... Mais justement, Sami Djeli, justement, vous y arrivez tout seul. Moi, je voulais vous y amener et vous y arrivez. Comment expliquez-vous cette absence de réactivité, cette passivité, cet effacement, ces gens qui rasent les murs, qui tentent de se faire oublier, voire même qui se défendent d'être musulmans, qui se défendent d'avoir quoi que ce soit à voir avec leurs compatriotes d'origine ou leurs co-religionnaires d'origine? Comment expliquez-vous cette... je ne dirais pas les mots, le mot qui est dans ma tête, mais c'est trop, à mon avis. On ne peut pas être aussi passif devant une telle agression. C'est pas possible. Il y a un complexe, parce que bon, heureusement, les gens qui sont nés ici, ils ont une identité fragmentée. Et en plus, ils n'ont pas la profondeur historique de l'histoire arabo-musulmane et ainsi de suite. Et donc, il y a aussi l'engouement de vouloir être plus que ce qu'on lui demande. Plus en ce que lui demande, il veut être plus français, plus émancipé, plus
même des gens qui préfèrent parler, mais jamais vous aurez dans le lexique un mot d'origine arabe ou quelque chose comme ça, parce que, bon, malheureusement, c'est très complexe, parce que c'est un problème d'identité, c'est un problème relevant d'identité. Restez avec nous, Samid Zili, je reviens à vous dans un moment et je reçois Rachid Nekez. Merci d'être avec nous, Rachid Nekez. Salam alaikum, merci beaucoup, c'est Jamal Adli. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être avec vous dans votre émission. Le plaisir et l'honneur sont partagés. Alors, Rachid Nekez, notre ami Edzeri. Nous parlons en ce moment des retombées de l'attentat de Nice. Et donc, nous assistons aujourd'hui à un déferlement de haine. Les gens ne se cachent plus. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de ce monsieur de la Légion étrangère qui appelle à incendier toutes les mosquées de France, qui somme les musulmans de sa région à quitter sa région ce week-end, sinon il leur promet la mort. Il n'arrête pas, il n'est pas le seul, hein. Il est devenu un peu une sorte de héros dans sa ville. Et dans l'indifférence la plus totale, il n'y a pas de réaction politique, il n'y a pas de réaction judiciaire, ou à peine on l'a interpellé un peu pour l'auditionner. On se laisse aller à se demander si une telle attaque avait été lancée contre une autre communauté, une autre religion présente en France. Qu'est-ce qui se serait passé? Je crois qu'il y a une impunité générale aujourd'hui en France. D'abord, il faut condamner avec la plus grande fermeté et la plus grande force donc cet attentat commis par un homme contre des victimes qui n'ont absolument rien à voir avec la politique ni au Maghreb ni au Moyen-Orient. Donc ça, il faut le condamner fermement. Mais à côté de ça, c'est pas parce que nous avons un musulman, pratique ou pas, qui a commis cet attentat horrible qu'il faut jeter l'opprobre sur 7 millions de musulmans en France. Donc cela, ne l'acceptons pas. Et il faut le signifier clairement et ouvertement. Ce n'est pas parce qu'un individu fait une énorme connerie qu'on doit condamner 7 millions de musulmans en France. Et comme l'a rappelé Sinziri, c'est parce que les musulmans en France et en Europe ne sont pas organisés que vous avez des fous furieux, des ex-légionnaires ou des anciens policiers qui se permettent de salir l'image des musulmans ou même de les condamner comme ça sur la place publique. Donc il faut aujourd'hui s'organiser. Les musulmans européens, les musulmans en France en particulier, doivent s'organiser, notamment à l'approche des élections présidentielles françaises d'avril 2017, pour dire qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir sous peine d'une sanction électorale très forte lors des prochaines présidentielles d'avril 2017. Mais Rachid Nekez, cette ligne rouge à laquelle vous faites allusion, elle n'a pas été seulement franchie, elle a été largement outrepassée, et combien de fois, et tous les jours que Dieu fait, et plus que ça, maintenant, ce sont des politiciens de très haut niveau, qui sont au sommet de l'État français, à tout niveau, dans toutes les institutions, qui vendent du leurre, qui lâchent leurs petits mots, leurs petites phrases contre l'islam, contre les musulmans, contre le terrorisme islamiste, alors que contre même cet auteur dont on nous dit qu'il a été rapidement radicalisé, notre le traite de... Et vous dites qu'il faut que nous réagissions, mais ce n'est vraiment pas le cas. En l'occurrence, il y a une totale absence, pour ne pas dire plus. Les gens rasent les murs, ils se font oublier, ou alors, c'est l'inverse, ils font tout pour crier leur non-appartenance à cette communauté. Il y en a même qui changent de nom, de prénom, il y en a qui se disent « je ne suis pas arabe, je ne suis pas musulman, je n'ai rien à voir avec cette communauté, moi je suis comme ci, je suis comme ça ». L'autre s'affiche en train de manger du porc ou je ne sais quoi, juste pour dire « nous n'avons rien à voir avec ces gens ». Ça veut dire que non seulement ils ne réagissent pas, ils font tout pour se désolidariser. Certains. Oui, c'est vrai. C'est un constat, mais pourquoi ils font ça? Oui, justement. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes et ils n'ont pas confiance aux organisations aujourd'hui musulmanes en France et en Europe qui, pour eux, ne les représentent pas. Si vous aviez, par exemple, tout à l'heure, je dirais, justement rappelé, si vous aviez un CLCM réellement représentatif des musulmans
de France. Si vous aviez par exemple des représentants qui ont fait des hautes études ou qui maîtrisent parfaitement la langue française, aujourd'hui on n'en serait pas là. Malheureusement, les musulmans européens, notamment les musulmans de France, pâtissent du fait qu'ils ont des représentants médiocres, des amateurs, des gens qui ne maîtrisent pas les éléments de langage de la société française et de la société européenne en général. Et c'est parce que nous avons des imbéciles heureux à la tête de ces organisations musulmanes en France que nous avons cet abandon, cette honte de l'identité musulmane. Et c'est pourquoi il est important de revenir à la question de l'organisation, de la représentativité. Il faut aujourd'hui une organisation des musulmans de France qui soit forte, avec des gens compétents, des gens qui maîtrisent les éléments de langage de la société française, si demain nous voulons ensemble résister contre ces attaques multiples contre les musulmans de France, à commencer par l'attaque du maire de Nice, en personne, M. Estrosi, qui n'a même pas le bac et qui se permet de jeter l'opprobre sur la communauté musulmane de France. C'est celui-là qu'il faut attaquer le premier, et notamment l'attaquer devant les tribunaux français. Parce que si nous laissons faire un monsieur comme M. Estrosi, le maire de Nice, qui a profité du massacre de la promenade des Anglais pour massacrer publiquement les musulmans, si nous laissons faire ce monsieur-là, d'autres demain feront la même chose dans d'autres villes de France, notamment, et je reviens à la question, des prochaines élections présidentielles d'avril 2017 et les élections législatives de juin 2017. Il faut une organisation avec... Rachid Decazes, aujourd'hui il y a avec nous un des représentants des musulmans qui lui maîtrise bien la langue française et qui lui n'a pas la langue dans la poche et qui lui représente vraiment les musulmans, ou certains musulmans du moins de sa région, et au nom desquels il s'exprime très vigoureusement. Et il est avec nous aujourd'hui. Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Nordin Aoussat. De m'inviter à cette rencontre. Merci. Je vous écoute. Alors, Nordin Aoussat, d'abord, j'aimerais que nous parlions un peu de ce monsieur qui fait des vidéos YouTube. C'est un ancien officier de la Légion étrangère. Il passe pour un héros aux yeux de beaucoup d'extrémistes français. Il n'y va pas à la petite cuillère, lui. Hein. Il appelle à raser toutes les mosquées de France. Il appelle les musulmans de sa région à quitter immédiatement sa région, faute d'être exécutés. Et alors, ça ne fait pas beaucoup de vagues. Hein. Ils l'ont un peu interpellé, ils l'ont dessiné pendant 10 minutes, ils l'ont relâché. Ils l'ont d'ailleurs interpellé plusieurs fois. Mais ça ne va pas plus loin, ça n'a pas déclenché une clameur publique, ça n'a pas déclenché de réaction du personnel politique, c'est comme si de rien n'était, quoi. Oui. Oui, donc j'aimerais vous entendre commenter cette sortie de ce monsieur et surtout, l'indifférence, la passivité, pour ne pas dire plus, des musulmans de France. Ben, écoutez, le problème, il est là. Beaucoup de gens ne comprennent pas la France. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne savent pas décrypter le comportement et les réactions des hommes politiques et de l'opinion d'une façon générale. Les gens ne réagissent ou parfois même ils surréagissent. Je dis bien ils surréagissent. C'est-à-dire que leur réaction est au-delà de celle qui est attendue. Quand c'est les Juifs qui sont touchés, pourquoi? Parce que ce sont les Juifs eux-mêmes les premiers à s'indigner quand quelque chose, un propos, une déclaration les touche. Voilà. Et depuis, les hommes politiques ont appris à réagir parfois avant même la réaction je dirais, des associations et des représentations communautaires de la communauté juive. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai entendu à 2 reprises faire le parallèle. Il faudrait le comprendre pourquoi les hommes politiques réagissent ou même surréagissent quand il s'agit des juifs. C'est tout le contraire qu'il s'agit des musulmans. Pourquoi? Parce que la première raison... Nordin Aoussat, moi j'aimerais d'abord... Nordin Aoussat, excusez-moi de vous interrompre. Je voudrais d'abord dire que nous n'avons rien contre les Juifs. Bien au contraire. Personnellement, je les salue. Oui. Je les salue. Je salue leur dignité. Je salue leur capacité à la réaction. Et je salue leur mobilisation pour leur communauté.
leur mobilisation parfois inconditionnelle. Je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, un juif a joué la comédie de l'agression. Il a dit qu'il avait été agressé, frappé à coups de couteau alors qu'il n'en était rien. Et ils se sont mobilisés à ses côtés. Et quand il s'est avéré que c'était une comédie, ils ne lui ont pas beaucoup reproché. Alors que les musulmans, ils assistent alors qu'un tiers des victimes de cet attentat est musulman, une trentaine de victimes étaient musulmanes, ils sont attaqués de cette manière et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne réagissent ni aux vidéos de ces gens, ni aux discours politiques. D'ailleurs, je vais vous demander de nous parler un peu de NKM qui a fait un article et vous avez vous-même réagi très violemment et je vous en félicite. Et le com, c'est comme vous venez de le dire, que c'est la communauté musulmane de France qui est aux abonnés absents. Oui, il est certain, quand je cite l'exemple de des Juifs, ce n'est pas du tout pour faire un quelconque reproche, mais tout à fait pour réagir de la même façon que vous l'avez fait, à savoir admirer que des gens ne se laissent pas faire. Nous, notre problème, donc ici, surtout pour l'attentat de Nice, je pense que là, tout le monde a raté une, je dirais, malheureuse occasion, mais une occasion de bien comprendre, de bien ouvrir les yeux pour comprendre ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé. Un tiers, comme vous venez de le rappeler, des victimes sont des musulmans. Et ceux qui, depuis maintenant quelques années, à chaque fois qu'il y a un type d'attentat comme cela, ils accusent le musulman. Ils ont la preuve que les musulmans ne sont pas, surtout les musulmans de France et les musulmans d'une façon générale, à part les auteurs de ces attentats, ne sont pas responsables. Et parce qu'ils ne peuvent pas être des victimes et des coupables à la fois. C'est pas possible. Et la personne, encore une fois, on tombe sur une personne, en l'occurrence le tueur de Nice, dont on connaît tout l'historique, dont on connaît un peu toute la vie, tout le profil, et qui s'avère qu'il n'avait aucun lien avec la communauté d'une façon culturelle, d'une façon sociologique ou d'une façon religieuse et pratique. C'est quelqu'un qui menait une vie entièrement en parallèle avec la religion musulmane. Et malgré cela, on trouve le moyen de faire des reproches aux mosquées, de faire des reproches aux imams, de faire reproche à l'islam. Là, je pense que les musulmans ratent une occasion s'ils laissent passer sans réagir et sans répondre fortement, fermement, je dirais même verbalement, avec un langage direct à tous ces hommes politiques qui veulent faire une campagne électorale avant la campagne, parce que là, on se prépare dès le mois de septembre aux candidatures pour les primaires à gauche comme à droite. Et on ne veut pas qu'on fasse la campagne électorale sur le dos de l'islam et sur le dos des musulmans. Quant à le monsieur, le militaire, dont là, il récidive pour la deuxième fois. Déjà la première fois, vous vous rendez compte, ce n'est pas les associations musulmanes de défense des droits de l'homme ou qui luttent contre l'islamophobie qui ont porté plainte, mais c'est le parquet qui a porté plainte. Et même quand il a été relaxé, que c'est le parquet qui a donc remis l'affaire devant la cour d'appel, ils sont où les musulmans pour que ce soit eux qui poursuivent cet homme pour l'incitation à la haine raciale, d'autant plus que tous ces propos, je dis bien tous ces propos, on peut bien dire que c'est un charlatan, que c'est une grande gueule, que c'est un, je sais pas, un blablateur, peu importe. Le fait même de faire cette déclaration, d'inciter les citoyens à la haine, et Dieu merci que les citoyens ne l'écoutent pas. Nous vivons en France, personnellement je vis depuis 30 ans, je connais bien mes voisins, je connais bien mes collègues, je connais bien les parents, des amis de mes enfants, et on sait que les Français et les Françaises d'une façon générale ne sont pas dupes, et ils connaissent bien leurs voisins musulmans. Mais Nordin Oussat, comment expliquez-vous la différence des musulmans entre ceux de France, les musulmans de France, et les musulmans du Royaume-Uni, là où je me trouve en ce moment. Moi, j'y suis un peu depuis 2 années et demie. J'ai été stupéfait par la différence. Ici, au Royaume-Uni, les musulmans sont autrement plus dignes.
jouissent d'un tout autre respect qu'en France, d'une toute autre considération. La preuve, c'est que le maire qui vient d'être élu, le maire de Londres, l'un des maires les plus importants du monde, est musulman. Et là où ça fait le plus mal, ce n'est pas en Grande-Bretagne, c'est en France. Les gens ont très mal avalé qu'un maire, le maire de Londres, soit musulman. Et là moi, quand je me promène, je vois, d'abord, les musulmans se font respecter. Ils se font vraiment respecter. Ouais. Ils ne permettent jamais qu'on puisse atteindre à leur dignité ou à leur honneur de cette façon. Et de l'autre côté, les autorités et la société civile, d'une manière générale, sont imprégnés de l'idée qu'il faut respecter les musulmans et ils les respectent. Comment expliquez-vous cette différence de traitement? Écoutez, c'est un peu comme, je vais faire un parallèle, mais qui n'est pas un parallèle très significatif, c'est un peu comme dans la corruption. Là, on n'est pas dans la corruption matérielle, mais c'est la corruption dans les mœurs, c'est bon. Il y a toujours plus de corrupteurs, hein, il n'y a jamais une seule partie. S'il y a un corrompu, c'est parce qu'il y a un corrupteur, s'il y a un corrupteur, c'est parce qu'il y a un corrompu. En fait, si vous voulez, la responsabilité, elle est partagée. Nous, les musulmans, je dis d'une façon générale, même si je ne le suis pas personnellement, mais je ne vais pas me distinguer de la masse, nous avons un comportement d'une façon générale, comme l'a qualifié le grand maître Malik Ben Nabi, ce qu'il appelle Qabili al-Istimar. Hein, cette propension à accepter le colonialisme, à être colonisable en quelque sorte. On adopte un comportement de complexé, on adopte un comportement en quelque sorte de sous-citoyen, de citoyen de deuxième zone. On ne tape pas fort pour revendiquer nos droits, on ne tape pas fort pour défendre notre dignité et défendre notre honneur, et bien entendu, et de l'autre côté, et en face, nous avons aussi des gouvernants, que ce soit de droite ou de gauche, qui se comportent comme des colonisateurs. Hein, comme des colonisateurs, et ils nous parlent aussi, vous l'avez entendu comme moi, vous avez cité tout à l'heure NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui dit oui, bien sûr, les musulmans, ils ont droit à avoir des lieux de prière. Encore heureux que les musulmans, qu'on puisse le dire de cette façon. Mais elle le dit par ailleurs, on ne ferme pas assez de lieux de culte. Mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à voir, les lieux de culte? Donc, si vous voulez, les Anglais, nos frères anglais, j'ai été en Angleterre et j'ai vu comment les Anglais vivent épanouis leur religion. Je citerai juste un exemple. On monte dans un bus, on voit un chauffeur d'origine musulmane qui porte une araqiya, par exemple, sur la tête. C'est lui qui te dit d'abord « salam alaikum ». Sans complexe, sans gêne, sans rien. Nous ici, des chauffeurs qui nous connaissent parfois, qui font la prière avec nous dans la mosquée et qui sont chauffeurs de bus, quand on monte, ils nous disent un petit salam alaikum juste avec les lèvres, etc. Donc il y a un complexe. Il faut que les musulmans se libèrent de ce complexe, et ceux qui sont des citoyens nationaux se considèrent comme des citoyens nationaux, et ceux qui sont des citoyens résidents se considèrent comme des citoyens résidents, mais sans aucun complexe. La France est un état de droit, sauf que le droit, on ne te le ramène pas comme ça sur un plateau en argent. C'est à toi de demander tes droits, et quand tu demandes tes droits, tu les auras. Merci Nordina, vous êtes resté avec nous. Nous allons faire un tour de micro sur la Turquie. Sami Dzeri, alors la Turquie, maintenant, après que le coup d'État est vraiment avorté, là, il n'y a plus de doute, c'est fini. Le coup d'État a échoué. Maintenant, il y a des forces qui sont en train de se recomposer. Et il y a des arrestations par milliers, des limogeages par milliers. On sent qu'il y a une vague de fond qui est en train de se lever, qu'il y a une très vaste reconfiguration des équilibres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la question? Ben écoutez, là on est ce qu'on appelle au sommet de la montagne, parce que avant d'atteindre le sommet, il faut voir d'où on est passé. Les gens ils pensent que ce qui s'est passé c'est quelque chose d'anormal. En fait, il y a deux mouvements en Turquie. Ces mouvements qui est celui de Fethullah Gülen, le fameux Hizmet, et puis il y a les mouvements proches des tendances des frères musulmans qui est Millet Gourouch.
qui a commencé à s'allier dans les années 90 déjà à travers le père spirituel de l'islamisme moderne turc, qui est Necmettin Erbakan. Et par la suite, il a créé le Refah Partisi. Et après, il a été dissous, il a été destitué en tant que Premier ministre. Il y a un autre parti qui s'appelle Fazilet. Et après, donc, il a été interdit. Après, donc, ses élèves, parmi eux, Erdogan, qui a créé l'AKP. Il y a une alliance entre Fethullah Gülen et son organisation de confrérie avec l'AKP. Et puis, comme ça, Erdogan a réussi à avoir la mairie d'Istanbul. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont réussi à percer, à prendre le pouvoir, même à prendre le pouvoir exécutif. Et il y a tout récemment, il y avait un clash entre ces deux mouvements. Et puis voilà, parce que Fethullah Gülen, si vous avez remarqué, Erdogan ne parlait pas de l'État profond, comme s'est passé le coup d'État en Égypte, autour de l'État profond avec Sisi. Mais lui, il dénonce ce qu'on appelle l'État parallèle. Parce que Fethullah Gülen comment expliquez-vous, Samit Zeri, que justement une telle réaction contre le coup d'État, alors que cet État parallèle dont vous parlez, qui tire sa principale influence de Fethullah Gülen, comment expliquez-vous que tant de gens, alors que la société est très infiltrée par le mouvement de Fethullah Gülen, aient réagi contre le coup d'État, y compris dans l'armée, y compris dans la police, y compris dans la société civile, y compris dans les mouvements laïcisants? Comment expliquez-vous ça? Justement, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Fethullah Gülen dispose d'un réseau énorme. Il a plus de 4000 écoles privées en Turquie et 500 à travers le monde. Il a réussi à s'accaparer carrément le secteur de la justice et puis un grand secteur de l'administration. Et puis, l'accord qui a été entre l'AKP et Fethullah Gülen, c'était justement d'écarter les militaires. Une fois les militaires ont été écartés, la fameuse affaire de Ergenekon qui a été neutralisée. Vous avez l'opération Baylouz qui a été aussi neutralisée. Et puis, vous avez l'ouverture du procès de l'assassinat de Total, qu'on a dit est mort crise cardiaque. Et puis, il y a des militaires qui ont été arrêtés. Mais maintenant, le pouvoir, il est resté entre Erdogan et Fethullah Gülen. Et là, à ce moment-là, Erdogan ne pouvait pas engager des réformes profondes parce que de l'autre côté, la confrérie demande plus de concessions et ainsi de suite. Et tout récemment, bien sûr, le coup d'État, apparemment, selon la première interview d'Erdogan, quand il l'a fait à l'aéroport en rentrant de Marmaris, il a dit que dans une semaine, on devait avoir une réunion de Conseil supérieur de sécurité où il était question de mettre à l'écart plus de 300 officiers. Et parmi les 300 officiers qui devaient être à l'écart, 80 ont participé au coup d'État. Et donc, ce qui nous manque ici, on a parlé de la communauté musulmane, il y avait une conscience politique en Turquie. Est-ce que ces purges, si on peut les appeler comme ça, ces limogeages en Syrie, ces arrestations par milliers, qui semblent avoir déjà été préparées, ça veut dire que le gouvernement Erdogan et ses services de sécurité semblent bien connaître leurs adversaires. Est-ce que vous pensez qu'en extirpant ainsi autant, ils sont des milliers, hein, autant d'acteurs de la société civile, il va pouvoir complètement neutraliser ses adversaires? C'est très difficile de les tracer totalement parce que Fethullah Gülen dispose aussi d'un secteur très très important. C'est que Zaman Media, qui existe en France, il est très puissant en France, Zaman Media, c'est des médias, hein, Internet, journaux et ainsi de suite. Et c'est très difficile parce que c'est un mouvement qui s'est infiltré dans toutes les strates de la société turque, sauf certains partis politiques. Et on a remarqué, si vous voulez, Zaman, le journal Zaman en Turquie a été arrêté, disposé. Et il y a aussi les journaux qui ont laissé. Hurriyet n'a pas été touché, Milliyet n'a pas été touché. Et ce qui est très important aussi, on n'a pas parlé, juste avant le coup d'État, il y avait un auteur qui s'appelait, comment il s'appelle,
un auteur qui a écrit, Ahmed Zik, qui a écrit un livre qui s'apprêtait à sortir, qui s'appelait L'armée de l'imam. Et là, il s'est arrêté. Et Erdogan a tenté par tous les moyens de le sauver, parce que bon, c'est un livre qui est très critique contre Fethullah Gülen. Mais comme Fethullah Gülen dispose d'un grand nombre de partisans dans la police et la justice, cet auteur, Ahmed Zik, a été arrêté. Restez avec nous, Samit Zeli, jusqu'à la fin de l'émission. J'essaye de répartir le temps de façon équitable. Rachid Nekaz, qu'est-ce que vous pourriez nous dire donc, sur les retombées actuelles du coup d'État en Turquie, de la vaste recomposition politique, de perspectives qui sont en train de se dessiner, de nouvelles perspectives? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner sur cette question comme avis, comme opinion? Alors, je vais vous donner mon sentiment sur 3 points. Le premier point, c'est d'abord coup de chapeau, vraiment coup de chapeau au peuple turc, en pleine nuit, d'être sorti dans la rue pour défendre la démocratie turque. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, je crois que M. Erdogan fait une grave erreur en mettant en place sa politique de purge à peine quelques jours après ce coup d'État, parce que ça voudrait dire que d'une certaine façon, il y aurait eu préméditation. Et le troisième point, je suis quand même content que ce coup d'État ait échoué, car s'il avait réussi, je crois que d'autres pays musulmans, notamment des pays arabes, auraient peut-être été tentés par le même scénario, et dans ce cas-là, on aurait pu dire adieu aux libertés publiques déjà très fragiles dans le monde musulman en général et dans le monde arabe en particulier. Donc j'ai la chance de connaître un peu la Turquie. J'avais été invité en 2012 à l'époque où la France voulait faire voter une loi qui condamnerait toute atteinte, toute critique du génocide donc arménien. Et donc j'avais eu la chance d'aller à Istanbul et à Ankara, d'être reçu par les autorités et d'être passé à travers tous les médias turcs. Et là j'ai pu voir que la Turquie, en tant que pays musulman, est le symbole d'un développement économique qui ne dépend pas des hydrocarbures comme l'est l'Algérie. La Turquie, c'est 35 millions de touristes, ça rapporte 33 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le pétrole et le gaz algérien, et on voit qu'aujourd'hui, ça devient une véritable puissance économique. Donc c'est un modèle économique pour tous les pays musulmans, et notamment un modèle pour l'Algérie. Et j'aurais été triste de voir que ce pays, qui a beaucoup de défauts, mais qui a quand même aujourd'hui la possibilité de tenir tête aux puissances occidentales. On a bien vu comment Erdogan a pu tenir tête à la Russie, comment il a pu tenir tête à l'Europe et notamment à l'Allemagne, comment il est en train de tenir tête à Israël depuis 6 ans. Il a rompu les relations diplomatiques avant de les rétablir il y a quelques semaines. Donc c'est très important ce qui se passe en Turquie par rapport à l'avenir des sociétés politiques du monde musulman et du monde arabe en particulier. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut d'une part soutenir la Turquie dans ses efforts pour maintenir la démocratie, mais en même temps, il faut dire à la Turquie de faire attention, et notamment dire à Erdogan... Mais pour ce qui est de la purge, Rachid Nekaz, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ces purges, est-ce que vous croyez, on va parler de réel politique, hein, on n'idéalise rien, est-ce que vous pensez qu'un Erdogan, dans la situation où il est, il a approché un point de rupture, est-ce qu'il peut se permettre le luxe de ne pas faire de purge, de laisser des adversaires aussi dangereux pour la démocratie, pour son pouvoir aussi, pouvoir rester, se développer dans des axes et dans des situations aussi stratégiques, dans des postes aussi vitaux? Est-ce que vous pensez qu'il a le luxe, qu'il peut se permettre de les y laisser? Vous savez, la démocratie, ce n'est pas le meilleur système politique au monde. La démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes politiques. Vous savez, pour gagner une élection démocratique, vous n'avez pas besoin d'avoir le soutien de 100% des citoyens. Vous avez besoin juste d'avoir le soutien de 50,01% des citoyens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là
que vous ne pouvez pas avoir une société parfaite, une société où tout le monde est d'accord à 100% avec vos opinions ou vos idées. Moi, je crois que Erdogan, qui règne en Turquie depuis 13 ans, je crois qu'il ne faut pas qu'il tombe dans le piège de ce qu'on appelle le despotisme oriental, c'est-à-dire avoir tout le monde d'accord avec lui. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est un système imparfait. Et je refuse de croire que les 2500 juges qu'il vient de limoger aient été liés au coup d'État militaire. Ça, merci Rachid Nekaz, je suis obligé de vous interrompre. Ce que vous dites est très intéressant, mais malheureusement nous arrivons à la fin de l'émission. Nordin Aoussat, il nous reste moins de 3 minutes. Si vous pouviez nous donner votre point de vue sur les développements, les derniers développements turcs. Oui, bon, je voulais faire justement trois réactions sur 3 aspects: réagir en tant qu'Algérien, réagir en tant que Français aussi, et réagir en tant que musulman. En tant qu'Algérien, on devrait prendre l'exemple sur la Turquie et le travail énorme qu'ils ont fait pour développer leur pays. Et je me souviens que quand Erdogan, Premier ministre, est venu en Algérie, comment la presse algérienne, surtout la presse francophone, avait réservé un accueil très très froid pour Erdogan, alors qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur eux. Le pays qui fait partie du G20, le pays qui a fait un bond en une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, un bond économique est très important, et Rachid Nekaz vient de rappeler quelques données sur cette importance de l'économie. Donc là, on a beaucoup de choses à apprendre sur nos frères turcs en tant qu'Algériens. Sinon, en tant que Français, je me souviens que j'ai failli passer 2 nuits blanches, la nuit du 14 juillet à cause de l'attentat, et le lendemain avec ce qui s'est passé en Turquie, tellement j'avais peur, énormément peur, que la Turquie bascule dans quoi l'Égypte a basculé et d'autres pays. Dieu merci, Allah a sauvé la Turquie. Maintenant, la Turquie, on n'a pas de leçon à leur donner quant à la réaction qu'ils doivent faire. Rappelons-nous d'une chose, la Turquie, c'est 4 coups d'État en 40 ans, en 60, en 71, en 80 et en 97. Le dernier coup d'État, par exemple, de celui de 80, il y a eu 650 000 gardes à vue, 251 000 inculpations, 1500 condamnations à mort, dont 50 qui ont été exécutées, 1 683 000 personnes qui ont été fichées, 30 000 Turcs qui ont été exilés, 4 000 enseignants qui ont été démis de leurs fonctions, 1100 universitaires, 50 juges et 9 400 fonctionnaires et 10 000 policiers ont été démis de leurs fonctions. Erdogan est bien loin de ce qui a été fait avant lui. Faisons-lui confiance, et il a montré, il a donné des preuves qu'il est digne de confiance en tant que démocrate, en tant que quelqu'un respectant. Merci Nordin Aoussat, merci, je suis obligé de vous interrompre, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à mes 3 invités, merci à vous d'avoir suivi cette émission.